Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Questions d'État, votre magazine d'actualité que vous suivez toutes les semaines. Ce soir, ce sera un numéro essentiellement politique. Nous allons recevoir pour vous un député national. Il est de l'UNC, l'Union pour la Nation congolaise, le parti cher à Vital Kamere. Monsieur Jean-Baudouin Mayo-Mambeke est notre invité de ce soir. Je vous dis bonsoir. Bonsoir, Soyez madame. le bienvenu dans Questions Merci. d'État. C'est un plaisir de Merci. vous avoir sur ce plateau pour parler de la politique notamment en République démocratique du Congo avec les différentes questions d'actualité. Vous allez bien? Je veux bien, madame. Je dois signaler que vous occupez également des responsabilités au sein d'une commission parlementaire. C'est bien ça? Oui, je suis le président de la commission permanente aménagement du territoire et infrastructure. Ça va bien? Des choses à dire à ce niveau-là? Ben, écoutez, nous élaborons les lois et nous Beaucoup de choses à faire procédons dans ce aussi. domaine, il faudrait dire. Oui, beaucoup de choses à faire, bien sûr, mais il faut dire que c'est le gouvernement qui paraisse. C'est un domaine technique Le où les gouvernement lois a beaucoup de sont, choses à faire, il travaille les tous les lois jours. sont éminemment techniques. Vous savez, en matière, dans le domaine de transport, la loi date de 1930 ou 31. Il faut l'adapter. Nous attendons les C'est parmi les priorités pourtant, le transport est une Mais bon, question voilà, cruciale. nous attendons les adaptations. L'aménagement du territoire. Vous savez, un pays, il est gouverné sur la base d'un plan d'aménagement du territoire. Le plan d'aménagement que nous avons dans ce pays nous est légué par les Belges. Il est de l'époque coloniale, 1954, si mes souvenirs sont bons. Il nous faut un plan d'aménagement du territoire national. Le cas Kinshasa, Conforme. par exemple, Non, qui a connu on un tâtonne, accroissement. on tâtonne, on creuse ici, on élabore là-bas et ça fait un peu désordre. Il faut une loi. Alors là, je dois féliciter quand même le ministre de l'hydraulique et électricité qui nous a permis d'élaborer la loi sur le secteur. Évidemment, c'est un projet antérieur à lui, mais nous venons de l'achever et le chef de l'État l'a promulgué. Donc C'est pas le tous les pays, jours qu'un ministre reçoit les félicitations d'un député de l'opposition. Donc, si le travail est bien fait, nous félicitons. Vous avez suivi ma question orale avec débat au ministre des PTT. Je lui avais dit que je rebondirais à la session de septembre parce que la loi sur les télécommunications appelle certaines adaptations. C'est une loi qui a été faite à l'époque de 1 plus 3 6 pas avant, durant la guerre, où le président de la République intervenait dans le secteur des télécommunications. C'est devenu anachronique. Les télécommunications ne font pas partie des domaines de collaboration entre le gouvernement et le président de la République. Les télécommunications sont un domaine par des du structures indépendantes. gouvernement. Alors le président de ARPTC, l'autorité de régulation de postes et télécommunications, lui dépend du président de la République. Ce n'est pas normal. De telle sorte que le ministre n'a pas d'autorité sur lui. Et maintenant, lorsque vous appelez, vous avez toujours des désagréments, le ministre ne sait pas intervenir. Parce que le contrôle des équipements des sociétés de télécommunications relève de l'autorité. Laquelle autorité dépend du président de la République. Le président de la République a beaucoup d'autres choses à faire. Mais ça, c'est le travail du ministre. J'avais invité le ministre à initier un projet de loi là-dessus pour que nous puissions l'adopter en deux chambres et qu'il ait, lui, l'autorité sur la structure qu'on appelle l'autorité de régulation des postes et des télécommunications, à l'instar de ses collègues des transports qui a sous son autorité l'autorité de régulation de l'aviation civile, à l'instar de son collègue de l'hydraulique, ressources hydrauliques et électricité, qui a sous son contrôle l'autorité de régulation du secteur de l'électricité. Ça doit être uniforme. Voilà. Il y a donc beaucoup de choses à faire dans ces domaines, mais les ministres sont absorbés par le quotidien, très peu d'actions prévisionnelles en termes de loi. Je voudrais ici, je ne les condamne pas, je vais les exhorter à travailler, à nous proposer de lois
pour que nous puissions asseoir le développement de notre pays. Voilà. Alors, en quelques secondes, est-ce que vous pouvez donner le bilan de la dernière session parlementaire? Là, il faut dire que vous êtes en pleine vacances. Oui, nous sommes en pleine vacances parlementaires. Je crois que nous avons adopté pas mal de lois, beaucoup plus de lois de ratification, de traités et accords internationaux. Et nous avons aussi adopté, par exemple, la loi sur l'électricité dont je venais de vous parler. La loi budgétaire, donc c'était en session de mars, il n'y a pas eu de loi budgétaire, mais la loi sur la reddition des comptes, on a adopté et on a procédé à pas mal de contrôles parlementaires. Le problème est que ces contrôles ne sont vraiment pas du tout assortis des sanctions. Ça se limite aux questions orales avec débat ou malheureusement, non, nos amis de la majorité ne comprennent pas le sens, le bien fondé et l'utilité de ce contrôle. On reproche également de l'acharnement sur les membres du gouvernement. Non, pas du tout, pas du tout. Il n'y a pas acharnement. Moi, j'ai appelé le ministre de PTT comme je vous l'ai dit. Il n'y a pas eu acharnement, au contraire, je lui ai fait des recommandations. Mais dès lors qu'il ne les observe pas, parce que moi, je lui ai promis de rebondir en septembre, vous voyez que je serai obligé de monter d'un cran. À ce moment-là... Personne ne va vous accompagner, hein, ça ne sert pratiquement à rien. Non, madame, ce n'est pas que ça ne sert pratiquement à rien. Non, ça compte, on en tient compte. L'émotion, finalement, tourne à vide. On se demande si ce n'est pas une démarche de trop. Madame, je vais prendre, par exemple, le cas de l'opération Likofi, je crois, où on tirait sur les Koulouna ici à travers la ville. De manière courageuse. Oui. Le secrétaire général de mon parti, l'honorable Wanga, a appelé le ministre de l'Intérieur, M. Mouyej, au Parlement, qui a reconnu la pertinence de cette initiative, qui a dit que s'il y a eu des bavures, il s'en excusait, mais on ne peut pas tuer dans ces pays en dehors d'une condamnation prononcée par des juridictions compétentes et en dernier ressort. Mais c'est positif. Et on a vu qu'il y a eu à calmer, on arrête, on ne tire plus sur les jeunes gens. Nul n'est permis de tuer, d'ôter la vie au prochain, sans sommation ni procès quelconque. Ça a porté. Non, je crois que dire que c'est des exercices vains et improductifs, ce serait trop affirmatif, ce serait aller vite à la besogne. Voilà, l'UNC partie de l'opposition, mais quelle opposition finalement? On parle de plusieurs oppositions, hein, pure et dure, opposition républicaine. C'est vrai que vous n'avez pas assisté aux concertations nationales, mais où classez-vous l'UNC? Je peux déjà bannir l'opposition républicaine. On n'en fait pas partie. On ne fait pas partie de cette opposition. Mais elle existe et elle fait partie de l'opposition, vous pensez, à vos côtés? Écoutez, il n'y a personne qui a le pouvoir de dire tel est de l'opposition, tel n'est pas de l'opposition. Moi, je n'entre pas dans ce schéma-là. Chacun se définit par rapport à la loi. C'est la loi qui définit l'opposition. La loi portant statut de l'opposition. Est opposant celui qui n'est pas dans le gouvernement et ou ne soutient pas l'action du gouvernement. Voilà qui sont des opposants. Mais alors, il n'y a pas de gouvernement d'union nationale ou de cohésion nationale. Donc, on ne peut pas se retrouver et au gouvernement et à l'opposition. Et un opposant qui n'a pas de majorité au Parlement ne réclame pas d'en faire partie. Est en voie. Je n'en sais rien. Je ne suis pas dans ce schéma-là. Pour moi, si jamais ce gouvernement voyait le jour un jour, ce ne serait pas un gouvernement de coalition nationale ou un gouvernement d'union nationale. C'est un nom collé comme ça. Ce sera un gouvernement de Kabila fondé sur sa majorité. Vous pensez donc que à l'Assemblée nationale. Ils vont quitter l'opposition. Moi, j'attends ce moment-là pour dire que ceux-là ont quitté l'opposition.
une fois au gouvernement, il ne faut plus partie de l'opposition. Vous ne pouvez pas être au gouvernement et C'est à un cadre assez l'opposition à la fois. particulier. Les opposants ont parfois travaillé aux côtés des gouvernants. Ce n'est pas une première. Il faudrait dire que c'est un cas particulier. Également, comme l'est la République Bon, démocratique du écoutez, Congo, c'est vrai, parmi les États c'est du monde. vrai, on l'a vu à travers le monde. On a vu le président Nicolas Sarkozy prendre Kouchner, Exact. qui est socialiste, et le mettre aux affaires étrangères. Mais c'était Kouchner, individu. Ce n'était pas la suite d'un accord avec le Parti socialiste. Vous comprenez? Et vous avez vu que Kouchner, quand il a quitté le gouvernement, il n'est plus rentré, il ne s'est plus activé. C'est plus activé. Il a pris ses responsabilités, il a tiré les conséquences de l'acte qu'il avait posé. Ce n'est pas mauvais, vous pouvez aller rejoindre la majorité, mais c'est de votre seule responsabilité. Alors, l'opposition aujourd'hui est caractérisée par ces ambitions, hein, démesurées pour les uns d'un côté de l'autre, mais il y a désordre. On vous reproche beaucoup de désordre, pas d'organisation du tout. Les opposants sont incapables de se mettre autour d'une table au point qu'on ne peut même pas vous faire la faveur de vous accorder une plénière pour choisir votre porte-parole. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, madame, ce n'est pas une faveur, c'est une obligation légale. Les présidents des chambres auraient dû appeler les députés et sénateurs de l'opposition pour qu'ils désignent par consensus leur porte-parole et en cas d'échec, qu'ils procèdent au vote, à l'élection, à deux tours. Et on voit de loin que vous êtes incapable de... Non, est-ce que madame, vous table. pouvez me dire ou me brandir l'invitation des présidents de chambre? Mais vous êtes d'accord déjà sur le départ, la base que l'opposition... C'est pas ça le problème. Ça date d'avant même madame, les élections. ça c'est la démocratie. Ça c'est la démocratie. La loi ne dit pas que parce que nous devons nous regrouper, parce que nous devons nous organiser autour du porte-parole de l'opposition, nous perdons nos identités. Non, la loi n'institue pas ça en préalable. Il n'y a pas de préalable de ce genre. Vous appelez. Vous avez l'obligation d'appeler. Nous avons rédigé notre règlement intérieur qui se trouve au bureau des deux chambres. Maintenant, il reste au président des deux chambres de convoquer la plénière des parlementaires de l'opposition pour que ceux-ci désignent le porte-parole. Ils ne l'ont pas fait jusqu'aujourd'hui. Est-ce que le choix de ce porte-parole est opportun encore à ce jour? Le temps est passé depuis ce moment. Mais la majorité l'a voulu ainsi. La majorité l'a voulu ainsi Pensez-vous qu'elle pour gagne, ne pas elle gagne quelque permettre, chose? bien sûr, parce que c'est la majorité qui fait croire à l'opinion que l'opposition est désorganisée, mais l'opposition, c'est une mosaïque des partis politiques, chacun ayant son idéologie. Vous n'avez pas Nous su nous choisir retrouvons, un candidat commun aux élections. Il y a de bonnes raisons de penser. la loi n'en fait pas obligation. D'abord, il faut convoquer la plénière, il faut nous donner un temps pour rechercher le consensus. Ça n'a jamais été fait. Je parlais des élections. En 2011, l'opposition était incapable de se choisir un candidat commun. Alors, comment y penser quand il s'agit d'un porte-parole de l'opposition? C'est quand même deux choses contraires. Madame, difficiles à mettre ensemble. madame, vous appréciez l'opposition sur base de critères qui ne sont pas légaux. Sur base des faits, Qui ne sont pas légaux. des expériences. Oui, il n'est pas dit quelque part que l'opposition doit nécessairement se choisir un candidat unique commun. Le faire, c'est mieux. Quand on n'y arrive pas, il n'y a pas de condamnation pour ça. Alors, ce choix, est-ce que vous avez une idée? Qui serait-il, ce candidat porte-parole de l'opposition? Je dirais idéal, même si ça n'existe pas. Ah, bien Le sûr, candidat idéal. heureusement que vous le dites, ça n'existe De pas. l'opposition parlementaire, pourquoi voulez-vous que je extra-parlementaire, m'y essaye? républicaine Pourquoi ou autre? voulez-vous que je m'y essaye? Je sais tout simplement que la loi était piégée. Vous ne pouvez pas insérer dans le processus de désignation ou d'organisation de l'opposition la majorité en lui donnant des pouvoirs. Ça a été une erreur de conception dans la loi. Le président de l'Assemblée nationale, il sera toujours de la majorité. Toujours, même si la majorité changeait.
sera toujours de la majorité en place. Alors c'est à lui que vous donnez encore le pouvoir d'organiser l'opposition. Il n'a pas intérêt. C'est pour cela que mon collègue... il est président d'une institution, il agit en tant Il a une sensibilité politique malheureusement et c'est beaucoup plus pondéré dans les pays comme les nôtres, malheureusement, où le mot d'ordre est permanent. Comprenez? Lui n'est pas le chef de cette majorité-là. Il répond d'un chef. Alors, mon collègue Germain Kabinga a fait une proposition de loi pour modifier la loi portant statut de l'opposition, extirper la présence de la majorité de ce processus d'organisation de l'opposition. Mais cette loi n'est jamais venue en plénière. N'est jamais venue en plénière. Alors là aussi, c'est la faute de l'opposition. Vous voyez que la majorité ne veut pas que l'opposition s'organise. La majorité bloque partout le moyen, chaque fois qu'elle en a l'occasion. Alors, l'un des défis importants également auxquels doit se préparer la classe politique, c'est la suite du processus électoral. Comment se prépare l'UNC? Oui, l'UNC, je le pense bien comme tous les autres partis politiques, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, se prépare pour les élections parce que le rôle d'un parti politique, c'est aussi la conquête du pouvoir par les élections. Si nous avons créé l'UNC, c'est pour aller aux élections. Et nous nous préparons en conséquence. Nous avons fait quelques réformes à l'intérieur, nous avons fait quelques aménagements, quelques restructurations. C'est en vue de cela. Moi-même qui vous parle, j'étais porte-parole de l'UNC. Mais la direction politique nationale m'a fait partir de là pour faire de moi le secrétaire interfédéral de l'UNC pour la ville de Kinshasa. Un peu comme le président de l'UNC, le président provincial de l'UNC, ville de Kinshasa. Tout ça s'est fait en vue des élections. Donc, l'UNC se prépare bien. L'heure est à la sensibilisation, je devrais dire, de la base dans chacun des états-majors politiques, mais on a l'impression, en tout cas la majorité vous le reproche, l'opposition est absorbée par une seule question, comme si c'était le seul point inscrit à l'ordre du jour lors de vos sorties politiques, la révision constitutionnelle, qui n'est pas encore d'ailleurs au point, mais qu'est-ce que vous faites du reste des questions? Quels sont les défis, les grands défis? Quelles sont les grandes questions à mettre sur la table à l'approche des élections? Dans un pays, il se pose généralement beaucoup de problèmes qu'il faut prioriser. Tous les problèmes ne se posent pas avec le même degré d'acuité. Alors il faut prioriser. Et vous comprenez bien que la question constitutionnelle est essentiel. Vous commencez par des intentions, des procès d'intention. Non, il n'y a pas d'intention par rapport à quoi? Intention par rapport à quoi? De modification de... Mais ils le disent. Vous avez suivi le professeur Bouchab, le secrétaire général du PPRD. Il a commencé par écrire un livre, il s'est rebiffé, il a dit non, c'est une réflexion d'un professeur, d'un intellectuel. Et maintenant, il vient apparaître au grand jour pour assumer ce qu'il avait annoncé déjà dans son livre. Maintenant, il dit qu'il faut qu'on aille vers une autre constitution par référendum. Donc, nous ne menons pas un saut dans l'inconnu. Vous êtes contre cela. En parlant de référendum, c'est quand même la volonté du peuple congolais qui sera exprimée. Est-ce que le peuple congolais vous a dit qu'il a besoin aujourd'hui d'un référendum? Il parle de quel peuple? Lui, il a consulté. Est-ce que le peuple congolais a besoin de scolariser ses enfants? Le peuple congolais a besoin de manger. Le peuple congolais a besoin de se soigner. Le peuple congolais a besoin du travail. Mais la cité est organisée, le gouvernement est là. Tous ces problèmes-là sont non résolus. Depuis combien de temps? C'est ça. Pour beaucoup, aujourd'hui, la Constitution requiert certains changements. Lesquels et pourquoi? Quelle adéquation? On ne nous dit pas en quoi consiste l'adéquation. Quelle est cette adéquation? Quel est le problème politique qui se pose dans ces pays qui nécessite la révision de la Constitution? Et après, tous ces articles verrouillés sont verrouillés par nous-mêmes. On peut les déverrouiller à tout moment. La Constitution, Madame, on n'a pas verrouillé pour le plaisir de le faire. On a verrouillé ça pour stabiliser les institutions.
C'est la stabilité des institutions qui finalement va permettre à ces pays de décoller. Est-ce que vous pensez que le changement... C'est pour soustraire la Constitution des aléas de la vie politique. Voilà un aléa. Nous sommes à la fin du deuxième mandat du président Kabila. Il doit partir. Maintenant, ils viennent et trouvent comme réponse la modification ou le changement de la Constitution. C'est ça le vrai problème. Un problème de cohérence, de continuité. Il a des projets, il a un programme à réaliser. Vous savez, dans les pays où il y a alternance à la suite de la fin de mandat d'un chef de l'État, il y a continuité. L'État, par vocation, est soumis au principe de la continuité de son fonctionnement et même de son existence. Est-ce que la RDC doit se soumettre à un mimétisme aveugle d'autres nations? Non, c'est notre propre constitution, madame, c'est notre propre constitution que nous devons respecter. Il n'y a pas de mimétisme aveugle. Non, nous l'avons écrit, nous avons dit, ici, on ne touche pas. C'est un fruit interdit. C'est nous-mêmes. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est venu rédiger ça pour nous. Nous l'avons dit pourquoi? Parce que nous avons ressenti le besoin de stabiliser nos institutions. Madame, ce pays vient de très loin. Nous avons connu des guerres, des rébellions, des sécessions. Mais il faut rechercher les problèmes qui en étaient à la base. Il y a notamment la question de la nationalité. Vous pouvez me compter le nombre de lois sur la nationalité depuis que le pays est devenu indépendant. On a flotté là-dessus. On est sur des moratoires. Alors, nous sommes allés à Sun City, nous avons eu un minimum d'accord, un consensus. On l'a couché dans la Constitution. Ces pays, on a eu des dictatures. La dictature de Mobutu, 32 ans. On a dit non, il faut éviter ça. Plus jamais ça dans ces pays. Il faut 5 ans renouvelables une fois. On a écrit ça. Mais est-ce que le changement de la durée ou du nombre de mandats change le caractère républicain ou démocratique de l'État que nous avons? D'abord, le changement de la Constitution dans ces conditions, dans les conditions que les amis veulent imposer au peuple parce qu'ils ont des armes. Le changement de la Constitution dans ces conditions-là n'est pas démocratique. Un démocrate, c'est celui qui respecte sa parole, c'est celui qui respecte la loi établie. Il y a la loi, la Constitution est là. Le président de la République l'a dit lui-même quand il a clôturé les concertations nationales. Il a dit, prenez son discours, il ne faut pas toucher à la Constitution, il a pris cet engagement. Le ministre Mende, qui est porte-parole du gouvernement et qui est devenu aussi son porte-parole de fait, porte-parole du président, l'a dit sur les médias internationaux qu'en 2016, le président Kabila va procéder à une passation civilisée, c'était son expression, du pouvoir. Mais c'est devenu quoi? Tous ces engagements-là. On observe déjà une pétition grandir. On est à plus de 40 000 signatures pour le changement de la Constitution. Quelle pétition? Pour quel besoin? Pour quel besoin? Nous avons commencé par les 5 chantiers. J'étais au PPRD moi-même à cette époque-là. Nous avons commencé par les 5 chantiers. Ça donnait quel résultat? On nous a amené le contrat chinois. On a dit qu'on allait construire 2000 km de rails. Vous les avez vus où? On a quand même 4000. Un instant, madame, je parle des choses concrètes. Pourquoi je parle des rails. Que de ceux qui n'existent pas. Justement, c'est ça les bilans. On apprécie par rapport aux promesses. On a dit 4000 km de rails ou 2000 km de rails. Ça se trouve où? 150 hôpitaux. Ça se trouve où? On a dit 4000 km de routes. Ça se trouve où? C'est ça, madame. Finalement, nous en venons à la révolution de... La réalisation, pour vous, vous la placez dans quel pourcentage la réalisation de ces promesses? Madame, si je disais 15%, c'est... Parce qu'on a vu de grands hôpitaux ouvrir leurs portes, il y a quand même des routes qui n'existaient pas. C'est où la route? La route qui n'existait pas, c'est où? La route qui n'existait pas, c'est où? Elle est où? Celle du Bandundu, nous avons les routes... La route de Bandundu. Oh là là, qu'on ressuscite alors Takizala, Louyad Bingui Louis, dont je salue la mémoire dans l'au-delà. Non, madame, ici, c'est comme les mécaniciens congolais.
ils sont très forts en réparation. Mais il n'y a aucune usine de montage, encore moins de fabrication de véhicules. Il faut, on nous a promis une route le long du fleuve qui allait longer le fleuve. Vous l'avez vu, madame. Il n'y a pas de nouvelles œuvres. On réfectionne ici. Tout ça, on a grandi et pour des commissions. Et c'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait que les gens ne veulent pas quitter le pouvoir. Ils ont peur du lendemain, les poursuites. Mais nous leur disons, nos frères, tranquillisez-vous. Il n'y aura pas de chasse à la sorcière. Nous sommes des Congolais entre nous. Nous allons certes passer les comptes, voir ce qui a été fait, qui a pris quoi. Monsieur, vous avez un peu trop pris. Remettez quelque peu à l'État. Ça, c'est mauvais. On ne va pas se canarder pour ça. Alors, d'autres changements, par exemple, quand on parle de ce processus électoral, le changement de mode de scrutin concernant, par exemple, les députés provinciaux, là, il y a de bonnes raisons. La CENI vous a présenté 2 propositions au niveau du Parlement qui met en exergue, entre autres, des problèmes techniques, des problèmes de moyens. Ça aussi, c'est important. Il faudrait y penser. Madame, vous savez, l'élection des députés provinciaux n'eût été la révision de triste mémoire, la révision constitutionnelle de triste mémoire de 2010. Cette élection aurait eu lieu au 2e tour de l'élection présidentielle de 2011. Vous savez que le président Kabila n'avait pas eu plus de 50%. Il est passé avec une quarantaine de points. Comprenez? Donc, le 2e tour aurait bel et bien eu lieu. Et l'élection des députés provinciaux serait acquise à ce moment-là. Donc, c'est cette révision-là qui nous a perturbés. Alors, maintenant, on vient prétexter la question des moyens financiers. Mais madame, où est-ce qu'ils trouvent des moyens pour organiser le référendum dont ils parlent? La CENI est aujourd'hui l'organe technique. Madame, ils ont des moyens pour organiser le référendum. Il manque de moyens pour organiser l'élection des députés provinciaux, toutes choses restant égales par ailleurs. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Et cette élection, ils veulent l'organiser au suffrage universel indirect pour des gens qui détiennent le pouvoir de sanctionner les gouvernements provinciaux. Alors vous pouvez expliquer ça? La différence entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Nous avons les mêmes pouvoirs, nous, Assemblée nationale et nos collègues du Sénat. Nous avons les mêmes pouvoirs. La seule différence, c'est que nous, seuls, nous avons le pouvoir de sanctionner le gouvernement par la motion de défiance s'il s'agit d'un ministre ou la motion de censure s'il s'agit de tout le gouvernement. Mais pourquoi cette différence? Parce que nous sommes élus au suffrage universel direct, directement par le peuple. C'est lui qui sanctionne. Ça ne vous donne pas non plus un mandat impératif. Non, le mandat est non impératif. Oui. Le mandat est non impératif. Il peut arriver que moi, je ne suive pas la ligne de conduite de mon parti parce que, en âme et conscience, je n'en suis pas convaincu. C'est ça l'essence. Mais ici, c'est des mots d'ordre, beaucoup de gens. D'ailleurs, il faut améliorer le système de votation dans nos assemblées. Il faut que ce soit des votes par bouton. Hein. Parce que l'histoire là des mains, il y a des gens qui suivent, qui regardent à la télévision. Ils se séparent des sphères, des regards. Vous regardez de ce côté-ci, vous regardez de ce côté-là, et ils font rapport. C'est du terrorisme. Donc, il faut protéger ces votes. Et une fois l'UNC et ses amis, l'UDPS, les CIDE, les FAC, au pouvoir, nous allons protéger le pouvoir de vote des élus. Il faut qu'ils votent de manière discrète. Il appuie sur un bouton et ça s'affiche là-bas, le total, comme ça se passe ailleurs. Et ça va permettre aux députés de la majorité peut-être de se détacher un peu de cette emprise bien sûr, politique. De ne répondre d'abord qu'à leur conscience, à leur propre conscience. Parce que vous êtes député, vous venez de quitter votre maison, le voisin à côté a perdu son fils parce que est incapable de lui procurer les soins que nécessitait l'état de santé de ce fils-là. Vous venez à l'Assemblée, vous devez voter une loi budgétaire qui
ne prévoit pas suffisamment comment dirais-je, de ressources pour le ministère de la Santé. Si vous êtes libre, vous devez dire non. Mais parce que vous êtes suivi, vous devez faire ça. Sinon, on fait rapport contre vous. C'est comme ça que ça se passe malheureusement. Alors, il faudra mettre les députés à l'abri de cette censure-là. Voilà, la Commission électorale nationale indépendante, bien au-dessus de tout cela, puisqu'elle est au-dessus de la mêlée, elle est l'organe... Elle est au-dessus de la mêlée, vous dites? Indépendant et technique, non, habilité à organiser ces élections. Elle n'est pas au-dessus de la mêlée. Promet des élections libres, transparentes non, et démocratiques. Comment trouvez-vous la suite du processus? Ça, c'est une chanson. C'est une chanson, c'est un refrain. Ce sont les prérogatives de la CENI qui revient tout le temps après strophe, refrain. Strophe, refrain. C'est un refrain. Non. Mais cette fois, c'est une nouvelle expérience. Vous n'allez pas assimiler ce qui s'est passé avant. Permettez-moi de parler. Madame, je parle de la CENI de l'abbé Malou Malou. Vous parlez de son calendrier. Et avant ce calendrier-là, vous avez parlé des hypothèses qu'il a amenées à l'Assemblée nationale. Mais, madame, prenez le discours du président Joseph Kabila quand il a clôturé les concertations. Vous allez trouver ce programme-là. L'abbé Malou Malou n'a fait qu'exécuter la volonté du président Kabila. Et vous allez me dire que cette CENI-là est libre. L'abbé Malou Malou, c'est son conseiller. C'est lui que le président Kabila a envoyé à Kampala. C'est vous qui le dites. Mais vous le savez, vous êtes journaliste et vous le voyez monter dans l'avion. Je lui ai posé la question. Oh là là. Non, monsieur l'abbé. Il est mieux parler pour parler de lui-même. Il ne reconnaît pas les qualités que vous lui donnez maintenant. Madame, je connais des gens, moi je passe ces documents-là. Je connais des gens qui disent de tenir des ordres de mission dans ce sens-là. Bon, qu'à cela ne tienne. Ce n'est pas là le plus important. Il pouvait être conseiller du président Kabila. Mais maintenant qu'il est président de la CENI, tout ce que nous dépendons de lui, c'est l'élévation, c'est le détachement de toutes ces pesanteurs-là. Malheureusement, comme programme d'action, comme calendrier, c'est la volonté du président Kabila. C'est ça qui est malheureux. Le président Kabila, c'est lui le premier à avoir parlé de l'élection ou des élections provinciales au suffrage universel indirect. On retrouve ça dans les calendriers de Ngoï Mulunda. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise à cet égard-là? La CENI n'est pas autonome, elle n'est pas indépendante. Moi, je crois même que... Est-ce que vos propos préparent déjà une certaine contestation des résultats? Il faudrait voir d'abord les choses se faire. Mais quand on vous entend parler, c'est comme si vous étiez prédisposé déjà à une contestation des futurs résultats. Non, madame, je veux qu'on construise bien le présent pour nous éviter à nous tous des problèmes dans l'avenir. Ça, c'est faisable. C'est faisable qu'on construise le présent. Que Ngoï Mulunda, quelles sont les garanties qu'il faudrait vous donner? Accepte de parler avec des leaders de l'opposition et de la majorité. Les portes sont ouvertes, on a institué... Non, madame, vous savez, monsieur le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU dans notre pays, Martin Kobler, avait commencé cette initiative-là. Il avait commencé, ça a été coupé net. Ça a été coupé net. On a dit à Malou Malou de ne plus y mettre son pied. C'est ça. C'est le système de l'imposition. C'est la dictature qui ne veut pas dire son nom. Donc à ce jour, une main de fer dans un gant de velours. C'est pas démocratique, ça. Vous pensez qu'à ce jour, il n'y a aucun consensus? Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et vous parlez de consensus, ça me renvoie à une lecture que je fais de l'ouvrage de mon ami Jérôme Bonso de l'Élite. J'ai vu juste au début là, il rappelle une phrase que le révérend Père Léon de Saint-Moulin a écrite. Il n'y a pas de bonne élection sans un minimum de consensus. Sinon, on va aux élections aux résultats illégitimes. Moi, je suis d'accord avec le révérend Père Léon de Saint-Moulin. Il faut qu'on se mette d'accord sur un minimum. Sinon, c'est l'imposition d'un camp sur l'autre.
parce que vous êtes la majorité, parce que vous avez le gouvernement, parce que vous avez la disposition de l'armée et de la police, et vous voulez faire des passages en force. C'est inique, ce n'est pas démocratique. Voilà. Jean-Benoît Maheu, on a observé également différentes déclarations de la communauté internationale, des déclarations appuyées par l'opposition et même des confessions religieuses, hein. Ce qui fait qu'on vous reproche un peu, comme toujours, d'aller chercher le pouvoir en dehors des frontières, de vous mettre un peu à la solde de cette communauté qui ne doit pas se laisser aller dans l'ingérence, parce qu'il s'agit quand même d'un État souverain, la RDC. Dans tout ça, quelle est la ligne de démarcation à Madame, faire la vérité est têtue et elle est une. En science, lorsqu'on dit 1 plus 1 égale 2, 1 plus 1 égale 2. Vous n'allez pas trouver une autre réponse. C'est simple, même nos amis de la majorité, ils savent que le président Kabila a fait mandat en 2016, il doit partir. Et il sera grand. Vous avez suivi le président Boni Yahi du Bénin. Je viens de le déclarer sans embâche, que lui va se conformer à sa constitution. Moi, je voudrais bien voir aussi notre président le faire. Il sera grand. Vous savez, Mobutu était ici. Les gens qui poussaient Mobutu à s'accrocher au pouvoir, ce sont les mêmes qui ont écrit des livres pour le critiquer après. Donc, ceux-là qui poussent le président Kabila à cause de leurs intérêts personnels, parce qu'ils ont peur, ils redoutent ce qu'ils ont fait, ce sont les mêmes qui, demain après le président Kabila, vont se mettre à nous révéler des vérités nauséabondes. Voilà pourquoi vous agrippez à la communauté internationale. Non, la communauté internationale a tout simplement la même analyse que nous. Le forum des USA, les oppositions sont très rapides. Ils sont en train d'accourir. Le président de l'UNC même madame, on vous accuse madame, un peu pas de veut aller. Madame, est invité. Notre président est invité. On a invité l'opposition, pas seulement en RDC, mais dans d'autres pays africains aussi. Ce n'est pas une spécificité de la RDC. Les opposants de la RDC ont une idée fixe. Mais bien sûr, ils ont une idée par rapport à leur pays, ce qui est normal. Ils ont une idée. Ils ne seraient pas partis sans idée. Chercher le secours par rapport à ces élections. Non, il n'y a pas de secours. Il y a tout simplement convergence d'idées. La donne est claire. Je vous vois avec la Constitution à côté, lisez-la. La donne est claire. Cette Constitution est irréprochable à ce jour. Si moi, j'ai de reproches à formuler à cette Constitution, c'est tout simplement qu'on nous remette le deuxième tour. À part ça, je reconnais que ce n'est pas une œuvre parfaite. Mais je crois qu'elle est une bonne base pour le décollage de ce pays. Qu'on la laisse tranquille. Alors, on va parler de la Cour constitutionnelle qui est arrivée. C'est vrai que pour qu'elle puisse entrer effectivement en fonction, il faudrait un bon nombre de préalables, la mise en place d'une loi organique, etc. Mais sinon, les 9 candidats sont déjà connus, ont été nommés. Les attentes particulières par rapport à cette instance et puis votre regard sur ce qui a déjà été fait. Bon, écoutez, je parle de 3 membres de la CENI qui ont été désignés par le Parlement, dont je suis membre. Notamment le professeur Vundoa Tepemako, le professeur Eugène Maniakou, mon grand frère, le maître, mon confrère, maître Wassenda. Sur le plan valeur scientifique, valeur intrinsèque, moi je n'ai rien à reprocher à ces 3 personnalités. Je suis sincère. À un moment donné, au niveau de l'opposition, on a failli susciter un débat que Vundoa n'est pas de l'opposition. Non, non, moi, je vote Vundoa, je soutiens Vundoa, et pas en tant qu'opposition majoritaire, mais en tant que valeur scientifique. C'est une sommité. Nous tous là, les peu de notions que nous avons de droit administratif, mais ces attaches voire politiques vraies ou non, pressenties n'auraient pas un impact. Madame, nous croyons que les gens ne sont pas les mêmes et ils ne procèdent pas toujours de la même façon. Vous le pensez pour les uns et pas pour les autres. Mais à cause des faits et gestes de chacun. Moi, je crois que le professeur Vundoa, c'est une valeur.
Le professeur Baniakou, il est péperdé. Mais ce n'est pas une raison pour qu'il ne soit pas à la Cour constitutionnelle. C'est un professeur d'université, et alors un professeur que je respecte, avec un bagage. Et j'espère que lui, il n'est pas comme d'autres. Je l'espère. J'espère que lui, il sait que science sans conscience n'est que ruine de l'humanité. Il le sait très bien. Et moi, je lui donne la présomption de bonne foi. Je ne veux pas le créditer de mauvaise foi tout simplement parce qu'il est péperdé. Non. Je parle à mon nom. Je ne vois pas les choses comme cela. Maître Wassenda, je connais. C'est un homme épris de paix et de justice, un homme de beaucoup d'indépendance d'esprit. Maintenant, à l'œuvre, nous allons voir, nous allons apprécier, mais je dis que moi, j'ai voté pour les trois, j'ai assumé mon vote, je vais maintenant les voir à l'œuvre, et s'il y a un message que je leur dirai, c'est de ne pas nous couvrir de honte, de mériter de notre confiance, et de ne servir que les intérêts de la nation. Voilà. Voilà, j'aimerais avoir votre commentaire sur une question qui suscite également un vif débat, la dernière déclaration, ou même les différentes déclarations des religieux, hein, je pourrais le dire comme ça, particulièrement l'Église catholique ou la Synco, ou plus ou moins, on pourrait se limiter à l'individu, le cardinal Monsengo. On revient sur le caractère laïque également de la République. Quelle est la démarcation à faire entre tout cela ? Est-ce que ces déclarations devraient-elles gêner? Bon, je ne sais pas si Monseigneur Monsengo, son éminence le cardinal Monsengo Laurent Passigna, a fait une déclaration personnelle. On l'a attendu, je parle depuis les élections à la cathédrale, il n'est pas venu, donc à ma connaissance, il ne s'est pas prononcé personnellement. Mais je sais que la Synco, la conférence des évêques, s'est réunie et a pris position. Madame, il ne faut pas oublier que les évêques là sont des Congolais, comme vous et moi, des citoyens congolais, qui ont les mêmes droits devant la loi que vous et moi. La majorité les accuse de ça. Oui, mais la majorité accuse tout le monde parce que la majorité veut frauder. La majorité veut frauder. Et vous voyez les prêtres cautionner une entreprise de fraude. C'est ça le problème. Les prêtres ne peuvent pas cautionner une entreprise de fraude à part Malou Malou. Non. Donc, il ne faut pas le reprocher aux prêtres qui sont des Congolais, des citoyens congolais comme vous et moi. Ils prennent position. Deuxièmement, l'Église prêche de Congolais et de Congolaises. Mais l'Église doit se soucier de conditions de vie de Congolais et de Congolaises. Voilà pourquoi l'Église bâtit les écoles, l'Église construit les hôpitaux. À l'intérieur, c'est l'Église qui se déploie pour maintenir nos frères et sœurs en vie, pour leur apprendre à lire et à écrire. Mais l'Église s'intéresse aux Congolais. Le pasteur s'intéresse à la vie de son fidèle. L'Église ne fait que ça. Elle est irréprochable en cela. Pourquoi on lui jette des pierres? Parce qu'elle refuse de cautionner la fraude. Mais l'Église ne peut pas cautionner la fraude. Impossible. Donc l'Église est dans son vrai rôle et dans sa vraie mission. Alors, Jean Baudouin-Maillot, nous allons conclure cette émission. Quel serait votre dernier mot à l'intention de tous ceux qui vous auront suivi ce soir? Le mot est le suivant. La RDC, c'est notre pays. En tout cas, nous autres, nous n'en avons pas un autre. Je sais qu'il y a des Congolais qui cachent des passeports. C'est ce qui n'est pas le cas pour vous et moi. Non, pas du tout. Ce qui n'est pas le cas pour nous. Nous n'avons que ces pays que nous aimons beaucoup. Nous devons le préserver tous ensemble. C'est notre patrimoine commun. Nous ne devons pas faire comme la femme dans la sagesse de Salomon qui voulait qu'on coupe l'enfant à deux. C'était pas son enfant. Nous devons agir comme l'autre femme qui avait dit non, ne coupez pas, laissez l'enfant en vie, donnez-le
à l'autre. Et c'était la vraie mère. Donc il ne faut pas qu'on brûle ce pays. Il faut nous épargner tous des entreprises brûlesques pour ce pays. Et le peuple doit être vigilant. Le peuple doit sauvegarder sa constitution, qui est le fondement de notre organisation en tant qu'État. Nous en avons une et elle est bonne. Si elle n'était pas bonne, on l'aurait révisée en 2010 quand on a révisé l'article sur les détours. Les révisions dont on parle ici sont des révisions opportunistes et à visée électoraliste comme la révision de 2010. Et ce sont des aléas de la vie politique qui ne doivent pas influencer et nous conduire à changer nos règles au rythme, à la satisfaction d'un groupe de gens qui ont des choses à se reprocher. Non. Nous devons nous serrer la main, nous dire la vérité, nous regarder en face et nous devons arrêter de nous faire peur. Il faut que les amis qui ont peur, qui se reprochent de quoi que ce soit, arrêtent d'avoir peur. Il n'y a personne qui va mettre la main, tuer un autre. Même Mouzé qui est venu avec des armes ici, Mouzé n'a pas tué les politiciens. Donc, trêve de peur, qu'on arrête d'avoir peur, qu'on soit tranquille. Pas de chasse aux sorcières, qu'on laisse les mécanismes constitutionnels jouer. Et à ce moment-là, que le meilleur gagne, nous aurons préservé notre pays et nous aurons fait œuvre utile que l'histoire notera. Jean-Baudouin Mayou-Mambéké, je rappelle, député national de l'UNC, élu de quelle circonscription? Moamba à Kinshasa. Qu'est-ce que vous faites de vos vacances parlementaires? Madame, j'ai été à Kisenso. Je parlais avec la population là-bas. J'ai été à Limete Sokopao. J'ai été à Kingabwa Yaoundé. J'ai été à Ngaba, vers Saint-Laurent. J'ai été à Ngaba, vers Saint-Adrien. Demain, je vais jouer au football à Lemba. Et après, je serai vers le terrain GD à Lemba. Moi, j'assume mes vacances. Oui. Je suis sur le terrain. Apporter des réponses je réponds aux questions de la population. Je dis notamment à la population que le gouvernement n'arrive pas à apporter de solution à ces problèmes. Nous faisons un effort, nous faisons ceci, mais ça ne marche pas. Je dis ça à la population. Bon, là où ça marche, comme je venais de l'indiquer, le ministre là qui a réussi à faire adopter la loi sur l'électricité, nous le disons. Nous le disons, il n'y a pas de problème. Les amis de la majorité ne sont pas nos ennemis. Hein. Je les appelle d'ailleurs les amis. Ce ne sont pas nos ennemis, ce sont nos frères. Ce sont nos frères qu'ils arrêtent d'avoir peur. Merci beaucoup. Jean-Baudouin Mayou-Mambéké, une fois de plus, je vous remercie donc pour ce passage dans Question d'État. Vous serez toujours le bienvenu pour parler actualité. Mesdames, Messieurs, à vous jeudi également, merci de votre fidélité. Vous suivrez ce magazine sur les chaînes partenaires, mais également sur Internet, si vous êtes en dehors de nos frontières, notamment sur le www.gaelkibungu.org ou sur YouTube. On se retrouve très bientôt. Bonne soirée ou bonne fin de journée, ça dépendra à quelle heure vous nous suivrez chez vous. Au revoir.